18h41, qui est le Premier ministre qui nous a coûté le plus cher? C'est un peu démago comme question, parce qu'en réalité, ça coûte 1,58 million d'euros au total. Vu le déficit et les 3 000 milliards de dettes, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ne levez pas les yeux au ciel, Gauthier Lebret. Non, pas les yeux au ciel, mais je crois qu'ils vont demander des efforts aux Français. Donc, on fait le Ils sont payés des milliers d'euros, notamment par des pays étrangers. Alors, écoutez le sujet de François Tiskevitch, et puis après, vous viendrez la ramener. On écoute. Ils sont de plus en plus nombreux dans le club des anciens premiers ministres, et ils coûtent de plus en plus cher aux contribuables. En 2 ans, le budget alloué aux anciens premiers ministres a augmenté de 23%, passant de 1 280 000 euros en 2022 à plus d'1,5 million d'euros en 2024. Une hausse qui s'explique par l'instabilité politique. L'an dernier, 3 personnalités ont fait leur entrée dans ce cercle très fermé. Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Michel Barnier. Au total, ils sont donc désormais 16 anciens premiers ministres à bénéficier que ce soit des frais de secrétariat ou de transport avec véhicules et chauffeurs. Mais alors, quel ex-premier ministre coûte le plus cher? À la première place, c'est Dominique de Villepin au gouvernement entre mai 2005 et mai 2007, avec 207 072 euros de dépenses. Il devance Bernard Cazeneuve et Jean-Pierre Raffarin avec 158 000 euros. Des chiffres tempérés par Matignon, qui affirme que ces dépenses ne représentent qu'une très faible partie du budget de ses services. Le maintien des frais liés aux véhicules des anciens chefs de gouvernement s'explique quant à lui à des raisons sécuritaires. Et bien sûr qu'il faut protéger nos premiers ministres, nos anciens premiers ministres. Évidemment, ils ont pris des décisions. Vous croyez que la menace contre Jean-Pierre Raffarin est forte? Ah, mais je pense. De la part de la Taïwan. Je pense. Contre Madame Il est notre invité lundi et je suis ravie qu'il soit avec nous. Mais franchement, ni vous ni moi n'avons à payer la secrétaire de Dominique de Villepin. Je crois. Ni vous ni moi n'avons à payer les stylos 4 couleurs de Dominique de Villepin. Pour les présidents, il faut tout arrêter. Bah oui. Je veux dire, faire des exceptions. la République, elle doit protéger ses anciens. Madame Edith Cresson, qui a au moins 30 ans. Lionel Jospin, la menace est forte contre Lionel Jospin. Il coûte beaucoup moins cher. Et pourquoi on paye la voiture et le carburant de Dominique de Villepin? Écoute. Mais sérieusement, pourquoi on paye la voiture et le carburant de Dominique de Villepin? Éric Nolot, un peu de raison. D'abord, les sommes, c'est pas ridicule quand même. Moi, je trouve que ça fait quand même un peu d'argent. Bah oui. Ensuite, il y a le côté symbolique, quoi. Parce que si vraiment tout le monde doit faire un effort, c'est que l'effort doit commencer à la tête. Et ensuite, en effet, il n'y a pas que de la protection policière, là. Il y a des chauffeurs, il y a des secrétaires, plus d'autres avantages. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Écoutez, au bout d'un moment, c'est un peu exagéré. Et puis, ça mobilise. Ah, Fouera, comme dirait le président. Ça veut dire quoi, Ferra? Mais c'est que vous savez, il est arrivé avec sa tronçonneuse là. Ça veut dire couper. Oust, on coupe. D'accord. On coupe, on ferme le robinet. Catherine, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Oh, moi je passe. Oui, c'est pas très important. Si, c'est important, mais vous savez, aujourd'hui, alors ce sont des anciens, on pourrait dire, est-ce qu'il faudrait les payer selon leur mérite et ce que l'on retient d'eux? J'en sais rien, mais bon, c'était comme ça, c'était une règle. Comment? Ça, ce serait intéressant. Oui, non, mais aujourd'hui, vous voyez, je trouve qu'on a, avec la haute autorité, avec le fait que le président Hollande ait baissé de 30% les salaires du président, du ministre et tout ça, vous faites que le recrutement aujourd'hui en politique devient très difficile. Et on arrive à avoir dans les assemblées des gens qui étaient moins compétents. Et en tous les cas, ceux qui auraient envie de faire don de leur personne pendant 2 ou 3 ans au gouvernement ne viennent plus parce qu'ils savent qu'à la sortie, la haute autorité leur dira pendant 3 ans d'éviter. Et donc ça, il y a un tel climat vous voyez, pour accabler les politiques, que là, voilà, 207 000 pour Dominique de Villepin, qui par ailleurs est un brillant avocat, c'est peut-être évidemment... mais voilà, mais... Il a déjà une retraite, Catherine, je crois. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, il n'a jamais été élu par exemple, il n'a pas de retraite. Elisabeth Borne, Édouard Philippe et Laurent Fabius n'ont pas dépensé 1 euro en 2023. Très bien. Bravo. Voilà. Bravo. Très bien. Pourquoi eux, ils ne dépensent pas 1 euro et Dominique de Villepin, il en dépense 207 000? Parce que Laurent Fabius a été président du Conseil constitutionnel, il y avait une voiture que n'avait pas payé l'État. Qu'Édouard Philippe, parce qu'il est maire du Havre, a une voiture et comme ça, il dégage, il peut le faire, vous voyez. Très bien. Et qu'Elisabeth Borne est très bien, députée. donc ils font ça. Voilà. On a besoin de payer la voiture Un et tout le petit mot carburant. du livre d'Édouard Philippe, Catherine. Vous avez lu le livre d'Édouard Philippe, Le prix de nos mensonges? Non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu l'interview puisqu'il sort dans 3 jours. Je ne l'ai pas encore reçu, vous savez, avec ces ponts, tout est en retard.
Mais là, j'ai lu l'interview. Il est en colère. Non, il est en colère. Non, mais j'ai lu l'interview où il va dire la somme de nos mensonges, dans lequel il s'introduit aussi. Mais il dit aussi, en tous les cas, il confirme qu'il est candidat. Et il dit une chose à la fin. Il dit si ce dernier quinquennat s'est mal passé, et là, il le dit nommément, c'est que c'est vrai, le président n'a pas fait campagne pour la présidentielle, n'a pas dit ce qu'il ferait, n'a pas dit quels étaient son programme, n'a pas demandé aux Français de lui donner une majorité, ils l'ont exaucé, ils ne l'ont pas donné. Et ça, il trouve que c'est exactement le mauvais exemple qui fait que lui se prépare, fait un programme, travaille. Oui. Bon. Enfin, ce titre est catastrophique. Hein. Je ne sais pas qui lui a soufflé le titre. Le prix de nos mensonges. Ça veut dire que vous mentez Vous ne trouvez pas ça courageux? Ah non, je trouve ça catastrophique. Ça veut dire que depuis 20 ans, vous mentez? Depuis 20 ans, vous mentez, c'est ça le prix de nos mensonges. Et alors, le titre du Point, c'est pas mieux. Je suis en colère. Les Français aussi, ils sont en colère. Et notamment à cause de ce double quinquennat dont Édouard Philippe a sa grande part de responsabilité. Et puis, au passage, parce que j'aime toujours le rappeler, Édouard Philippe, quand il a un communiste face au Rassemblement national, il vote communiste. Et donc après, c'est quand même compliqué de se prétendre de droite. Et il dit tout ça à la fête de l'UMA. La ficelle est un peu grosse. Quand même. Requiem pour... Dès qu'une élection présidentielle approche, il y a quelques hommes politiques qui essayent de se refaire une virginité en nous racontant qu'ils sont pour rien dans les déficits, dans l'état de la France et tout. Enfin, M. Philippe, il a une grande part de responsabilité. Voilà. Et son camp avec lui. Oui, là, tout d'un coup, c'est... Non, mais attendez, on s'est trompé. Ils nous font le coup à chaque fois. Moi, je pense que ça n'a pas marché à chaque fois. Voilà. Là, je ne suis pas très optimiste pour M. Philippe. Ça n'a pas marché, mais il a fait l'erreur des 80 km/h parce qu'il était droit dans ses bottes. Il a eu tort, et parce que ça a mis le feu aux poudres. Mais je dirais que la période où il était Premier ministre, c'était peut-être les quelques années où, juste avant le Covid, où il s'est quand même passé des choses au point de vue économique, pour les entreprises. Enfin, il y a j'ai oublié, je vous en ferai la salle, mais je veux dire, et puis le déficit avait été baissé. Ça a donné une impression de dynamisme qui a été perdu avec le Covid et la suite. Et dans le fond, on s'en est jamais remis. Et après, crise sur crise. Pardonnez-moi, mais moi j'ai lu comme Catherine l'interview d'Édouard Philippe dans Le Point. Il dit quand même dans cette interview que s'il est élu en 2027, on aura besoin d'une main-d'œuvre étrangère pour faire le travail que les Français ne veulent pas faire. Est-ce que les Français qui sont en colère veulent recourir à une immigration de travail alors qu'on a 6 millions de chômeurs et des milliers d'emplois non pourvus? Je crois pas. Donc, le prix des mensonges d'Édouard Philippe, c'est encore une fois de mentir aux Français et de dire qu'on a besoin d'une immigration massive pour faire notre travail. C'est pas vrai. Mais Madame Mélanie, qui est quand même championne dans sa manière de gérer les questions migratoires, elle a donné du travail à 400 000, mais parce qu'on en a besoin de travail. Et là, aujourd'hui, tous les députés qui se promènent dans leur circonscription et partout, ils rencontrent quoi? Des boulangers, des coiffeurs, qui cherchent des gens. Et quand Mélanie, il y a les deux versants. C'est-à-dire qu'elle régularise. Mais elle choisit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait les deux versants chez Édouard Philippe. Il n'y a pas les aides sociales. Je n'ai pas lu son livre, mais je pense que c'est implicite qu'on doit choisir. C'est ce qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy, choisir ses immigrés, puis après c'est très compliqué. Et voilà. L'offre est assez simple. Si vous avez aimé les 8 ans d'Emmanuel Macron, votez Édouard Philippe. C'est pas mal résumé. Non, mais c'est-à-dire que... Les 10 ans. Là, on est à 8, on ne connaît pas encore les deux dernières. Mais une fois qu'on a débattu, on arrive toujours à la même conclusion. Il nous faut un homme de rupture. Moi, quand j'entends homme de rupture, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est pas Édouard Philippe. C'est pas Édouard Philippe. C'est comme quelqu'un... Et alors, qui vous vient à l'esprit? Qui a milité avec Rocard dans les années 90, qui a été jupéiste, qui a été macroniste. Oui, mais c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Voilà. Je pense. Oui, mais enfin... Il connaît les rouages de l'État. Oui, pour être un homme d'État, il faut avoir été ministre au Premier ministre. C'est un homme d'État, effectivement.